De Bourges, donc bonsoir à toutes et à tous. Alors je ne sais pas si je m'assieds, est-ce que vous me voyez à peu près au fond, ou est-ce que je me lève, je vais me lever, puis comme ça il y aura une chaise de libre, si vous voulez une chaise vous pouvez la prendre, mais peut-être que vous me la rendrez à la fin pour que, voilà, mais sans blague à la limite il y a une chaise, voilà. Parce que comme ça risque de durer 3/4 d'heure, voilà, puis quand je serai fatigué je m'assierai par terre, vous verrez rien du tout, ce sera parfait. Bon, ben bonsoir donc à toutes et à tous, et donc on va expliquer pourquoi le nucléaire n'est pas bon pour le climat. Pour que les choses soient claires pour tout le monde, moi je parle en tant qu'écologiste et préoccupé depuis très longtemps par le climat. Pour les plus anciens d'entre vous qui savent peut-être que Reporter a une première version en 1989, le changement climatique était déjà maintes fois dans Reporter. Et depuis, on a toujours, enfin moi personnellement, j'ai toujours continué à travailler bien avant d'autres qui se font beaucoup entendre sur le thème du changement climatique. Donc que les choses soient claires, notre préoccupation à toutes et à tous ici, enfin je ne sais pas, mais celle en tout cas qui anime cette présentation, c'est ça, c'est la préoccupation par rapport au changement climatique. Et puis d'ailleurs, plus largement, puisque le changement climatique n'est pas le seul problème écologique, c'est en fait un volet d'une situation générale qu'on commence à appeler catastrophique, qui implique aussi l'érosion de la biodiversité, la pollution des écosystèmes, voilà. Mais donc on nous dit de manière redoublée depuis quelque chose qui est vrai, le nucléaire n'émet pas de gaz carbonique, le gaz carbonique est mauvais pour le climat, donc le nucléaire est bon pour le climat. Et puis une fois qu'on vous a dit ça, et ben donc on lance 14 EPR et puis circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que, si vous réfléchissez, et nous allons réfléchir, les énergies renouvelables n'émettent pas de CO2, le CO2 est mauvais pour le climat, donc les énergies nouvelles sont bonnes pour le climat. Et puis, les économies d'énergie n'émettent pas de gaz carbonique, le gaz carbonique est mauvais pour le climat, donc économiser l'énergie est bon pour le climat. Donc on se retrouve avec trois options sur la ligne de départ, si on veut avoir un point de vue compétitif, le nucléaire, les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Alors après, on va voir pourquoi est-ce qu'on privilégierait plutôt une de ces options plutôt que les trois, les deux autres, ou un mix des unes et des autres. Donc ce qu'il faut faire, c'est comparer selon d'autres critères ces trois voies possibles, cette combinaison de voies possibles qui s'offre à nous dans le moment où on est, sachant qu'effectivement, une priorité absolue est de réduire rapidement les émissions de gaz à effet de serre, dont je vous rappelle que le CO2, le dioxyde de carbone, est le principal. Même s'il y a le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Alors, quels sont les autres critères? Moi, je vais en faire plusieurs. Enfin, là, dans la première présentation de Françoise, il y avait plein de choses qui étaient abordées. Je ne vais pas absolument tout aborder, mais je vais commencer par aborder quelque chose qui a fini par être totalement évacué du débat public. C'est la question de l'accident. Généralement, à propos du nucléaire, parce que grosso modo, les économies d'énergie, on n'a pas encore prouvé que ça faisait des accidents graves, et les énergies nouvelles, il arrive qu'une pale d'éolienne tombe par terre, éventuellement ça peut blesser quelqu'un, à ma connaissance ça n'a pas été le cas, mais voilà, il n'y a pas de conséquences. En revanche, quand il y a un accident nucléaire, il y a des conséquences graves, qu'on ne va pas détailler parce que c'est un dossier énorme, mais comme vous le savez, il faut aussi rappeler que le nucléaire peut produire, il est fondé sur la création de radioactivité, et donc il peut, en cas d'accident, de fuite, dégager une radioactivité dont on sait qu'elle est nuisible sur les organismes vivants, et en particulier les organismes humains, mais pas seulement. À la limite, il faut presque rappeler cette base qui est totalement évacuée. La radioactivité est un problème, et les centrales nucléaires sont une concentration absolument phénoménale de radioactivité, même si elles ont des avantages par ailleurs, à savoir produire l'électricité selon un procédé assez sioux, mais qui marche incontestablement. Donc, il y a une sorte de déni de l'accident. Alors il y a généralement deux arguments, c'est oui, bon, il y a eu Tchernobyl et Fukushima, mais c'est extraordinaire, ça ne peut pas se reproduire, et puis de toute façon les conséquences en ont été faibles. Alors on va reprendre ces deux arguments et sur le caractère des choses extraordinaires qui ne pourraient pas se produire. Alors il se trouve que, sans même parler de nucléaire, il y a depuis quelques années des choses extraordinaires qu'on n'aurait pas imaginées qui se produisent. Qui aurait imaginé en 2016, 2017 qu'il y aurait une pandémie mondiale qui engendrerait des confinements énormes, un nombre de morts tout à fait important et des changements de comportement
tel que maintenant, par exemple, quand on se trouve, on dit alors on s'embrasse ou pas? Bon. Pour le prendre à la légère, mais voilà, il y a quelque chose d'important. Au demeurant, je vous signale que les écologistes, depuis la fin des années 2000 au minimum, parce que simplement on allait interroger les épidémiologistes ou les naturalistes qui nous disaient, au vu de la rapidité de la destruction de la biodiversité, la probabilité d'une épidémie mondiale augmente sans arrêt. Ça n'a pas été entendu, est arrivée la pandémie du Covid. Je ne détaille pas, mais premier point, voilà, un extraordinaire peut se produire et avoir des conséquences majeures. Autre extraordinaire, qui aurait cru encore il y a quelques années, sauf des géopoliticiens, mais qu'on n'a pas beaucoup entendu, semble-t-il, qu'il y aurait une guerre en Europe, avec la première puissance, une des premières puissances mondiales, et avec la menace brandie à l'occasion du recours à l'arme nucléaire. Pas grand monde. Donc voilà, l'extraordinaire est possible. Il faut l'accepter. Même si sa probabilité est infime, ou semble infime, il faut le rentrer dans le raisonnement. Et puis maintenant, on va revenir par exemple au cas de Fukushima. Fukushima, c'est très intéressant, parce que quelques années auparavant, il y avait eu un accident beaucoup moins grave dans une autre centrale au sud de Fukushima. Donc Fukushima, vous vous rappelez peut-être, c'est à l'est du Japon. Je vous rappelle aussi que l'accident a eu lieu en mars 2011. Et donc, quelques années auparavant, il y a eu un accident moins grave sur une autre centrale nucléaire lié à un séisme local qui s'était fait. Et donc, du coup, les autorités de sûreté japonaises ont revu l'analyse de toutes les possibilités d'accidents sur toutes les centrales nucléaires du Japon, notamment, par exemple, celle de Fukushima, et il n'y avait jamais eu de tsunami dans cette région de Fukushima. Donc, et ils ont cherché un événement comparable qui se serait produit. Et alors, ils ont trouvé, dans une chronique d'un historien de 869. 869 après Jésus-Christ, donc au moment de Charlemagne, vous voyez, et qui avait évoqué de manière assez claire un enchaînement séisme et puis tsunami. Et donc, en réanalysant le dit de cet historien, il voyait que la vague énorme provoquée par ce séisme et ce tsunami était de 4 mètres de hauteur. Alors, ils ont refait une digue pour Fukushima, et ils ont pris une marge de sécurité importante, ils ont pris 50% en plus, en disant on a un cas en plus d'un millier d'années de 4 mètres de hauteur, on est sérieux, on va faire 6 mètres de hauteur. La vague a atteint 9 mètres de hauteur en mars 2011, donc a dépassé tout ce qu'on imaginait. Ça a été totalement extraordinaire. Donc voilà, des événements de cette nature, pas seulement dans le domaine nucléaire, mais y compris dans le domaine nucléaire, peuvent arriver même s'ils ont une probabilité infime. Alors en fait, à partir de 2011, il y a eu beaucoup de travail ça a énormément étonné tous les experts, et notamment Jacques Repussard, qui à l'époque était le directeur de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Allô? Oui, merci. Le 5 avril dit, les statistiques, je cite, les statistiques montrent qu'on est à 0,0002 d'accidents graves par an, apparemment c'est très peu, soit 20 fois plus qu'attendu selon les études qu'on faisait jusque-là. Cela signifie qu'avec 1000 réacteurs installés, un accident grave se produirait en moyenne tous les 10 ans, ce qui n'est pas supportable. Fin de la citation. Alors vous ne savez pas combien il y a de réacteurs dans le monde en ce moment. 400, là on a un public d'experts, il y en a effectivement 400, alors bon, à peu près. Les projets des nucléaristes seraient, j'ai lu dans un rapport de l'Agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE cet après-midi, ils voudraient qu'il y ait 1000 réacteurs, voire 2000, voilà. Donc, ce que nous disent des experts, c'est que s'il y avait 1000 réacteurs, on aurait une probabilité d'accident grave du type de Fukushima tous les 10 ans. Donc l'accident, l'extraordinaire, malheureusement, est possible. Deuxième point, dans le déni de l'accident qui est souvent fait, on va dire, oui, mais ça n'a pas eu de conséquences très importantes. Alors même l'accident de Fukushima, qui a eu des conséquences en termes de nombre de morts beaucoup moins importantes que Tchernobyl. Alors, ce qui s'est passé à Fukushima, il y a une chance énorme, c'est que les vents ont poussé l'essentiel de la radioactivité vers l'océan Pacifique. Donc 80% de la radioactivité a été dans la mer. Il n'a heureusement pas touché les personnes, les populations.
Il n'y a pas eu de cas de radioactivité entraînant des morts sur place, même durablement. Il y a un débat sur des cancers de la thyroïde, mais il n'y a pas eu de mort. Mais en revanche, il y a eu une évacuation qu'il fallait faire. Alors je sais, peut-être qu'il faut que je fasse attention à ça. Ouais. Et donc on a évacué les personnes. Pour quand même, il y avait une radioactivité locale, il ne fallait pas laisser les gens exposés à ça. Et dans tout le processus d'évacuation qui a duré plusieurs mois, on a compté un certain nombre de gens qui sont morts, 2300 à peu près précisément. Pourquoi? Parce que des gens qui avaient été choqués, des gens qui perdaient leur équilibre psychologique par le déménagement, voilà, un certain nombre de difficultés qui fait que, ou parfois des crises cardiaques, etc. Donc il y a eu des morts, pas par la radioactivité, mais par le phénomène qui a été engendré. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que des zones restent interdites durablement. Je vais y revenir parce que c'est très important, me semble-t-il. C'est que toujours aujourd'hui à Fukushima, 10 ans avant, et même si les niveaux de radioactivité sont moins importants, par exemple, que par rapport à Tchernobyl, il y a un certain nombre de villes ou de villages où on ne peut pas aller. Voilà, moi j'ai eu l'occasion de faire un reportage là-bas il y a 5 ans, et c'est très impressionnant d'avancer dans des villes où apparemment rien ne se passe, parce que la radioactivité c'est invisible, il faut avoir sans arrêt un compteur qui regarde si quelque chose se dégage, mais d'avancer dans des rues, des villes, des rues mortes, et qui sont mortes pour des années. Bon, je passe les détails de la description pour ne pas y passer trop de temps, mais voilà, c'est des régions qui sont totalement bouleversées, qui sont handicapées, l'agriculture, la pêche est bloquée, malade pendant des dizaines d'années, et c'est seulement maintenant, je crois qu'il y a à peu près 20% de la population locale qui commence à pouvoir revenir dans des conditions particulières dans les villes et les villages aux alentours de Fukushima. Alors Tchernobyl, là aussi, on nous a dit... Alors par exemple, un dénommé Jean-Marc Jancovici, alors il est possible qu'il revienne, mais pas trop souvent, mais peut-être dans vos questions dans ce débat. Jancovici est très fort pour dire qu'il n'y a eu aucun mort, ou 34 morts, voilà. Non, le nombre de morts est disputé, il y a un énorme débat scientifique qui se fait là-dessus. Je ne vais pas le détailler parce que voilà, c'est des fortes discussions. Un des points qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas eu d'études épidémiologiques sérieuses autour de Tchernobyl pour différentes raisons, notamment des raisons politiques, ce qui fait qu'il faut faire des reconstitutions par d'autres moyens. Mais quand même, contrairement à ce que dit un éminent vulgarisateur que l'on voit souvent à la télé, il y a eu 9000 morts reconnus de cancer reconnus par l'Organisation mondiale de la santé, un rapport de 2006. Il y a des études du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, qui évalue à 17 000 le nombre de morts par cancer dans la durée. Et très concrètement, et je trouve cette statistique très intéressante, il y a 35 000 décès qui ont été reconnus par l'Ukraine, par le gouvernement ukrainien. C'était avant la guerre qui a commencé l'année dernière, l'invasion de l'Ukraine. C'est intéressant parce que c'est l'indemnisation que fait le gouvernement, l'indemnisation des veuves des personnes, généralement c'est des veuves, des personnes qui sont mortes par l'exposition à la radioactivité, souvent d'ailleurs des liquidateurs. Et donc comme il y a une sortie d'argent, vous pouvez imaginer que le compte est quand même assez précis. Donc voilà, ce que nous disent les autorités ukrainiennes, c'est que pour eux, rien que dans le pays Ukraine, parce qu'il y a eu aussi la Biélorussie et une petite région en Russie qui a été touchée par des dépôts de radioactivité extrêmement importants, il y a 35 000 décès liés à la radioactivité de Tchernobyl qui sont reconnus par l'Ukraine. Au-delà du débat un peu macabre, même s'il faut l'avoir, parce qu'on ne peut pas laisser des gens raconter n'importe quoi, ce qu'il faut voir aussi, c'est que un accident nucléaire a, je le répète, une conséquence très durable. Il y a toujours aujourd'hui autour de Tchernobyl, au nord de l'Ukraine, 40 000 km² qui sont soit près d'1/12 du territoire français, qui restent soumis à des conditions de vie particulières parce que la radioactivité y est importante. Et il y a 1200 km qui restent strictement interdits à la présence humaine. 1200 km, c'est un quart d'un département français. Doit être là, le Cher, c'est quoi, 5000 km²? Aucune idée. Bon, et la Nièvre, alors on va demander aux voisins. Vous ne savez pas, mais moi je vous dis, un département français, c'est en moyenne 5000 km². Donc voilà, 1200 km² interdits. 86, il y a plus de 40 ans, on va être à 40 ans de Tchernobyl. Donc, pendant un demi-siècle, vous interdisez la vie, parce que vous ne pouvez pas laisser vivre des gens au risque d'un cancer, tout simplement. Et alors, on va prendre, et après on va en finir là-dessus, mais je tiens quand même à le remettre dans le débat, parce que les choses qui sont tellement passées sous le tapis, il faut un peu voilà, en rediscuter. Vous vous rappelez de l'AZF Toulouse, 2001 ? Explosion chimique, sans doute le plus grand accident chimique qui se soit produit en France,
plusieurs dizaines de morts, des blessés, un quartier totalement dévasté. Vous savez ce que c'est, ce qui se passe maintenant? C'est occupé par un hôpital. L'usine a été rasée. Il y a maintenant un hôpital, un centre de recherche et une centrale solaire. Pourquoi? Parce que c'est un accident extrêmement grave. Énormément de morts, enfin trop de morts, énormément de blessés, un désastre absolu. Et puis comme il n'y a pas de radioactivité, la vie reprend son cours et on refait d'autres installations. C'est ça le problème de l'accident nucléaire. Ça n'est pas comparable aux autres. Et puisqu'il y a quand même des gens plus éminents que Hervé Kempf, même si son nom est compliqué, alors il va être encore plus compliqué, Madame la maire adjointe à la prononcer, c'est Monsieur Doroszczuk, le président de l'autorité de sûreté nucléaire. Blague à part, voilà, qu'est-ce que disait Bernard Doroszczuk il y a un an? Un accident est toujours possible, et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. Bon, voilà. Et pour finir sur ce chapitre, l'IRSN que j'ai déjà cité, l'Institut de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, a fait un scénario en France dans le cas d'un accident majeur. Dans un des scénarios qui n'est pas tout à fait le pire, il y aurait un accident dans l'évacuation de 2,5 millions de personnes dans un rayon de 92 km², soit 8500 km. Donc, le département par exemple, du Cher, la superficie d'un département comme le Cher, et puis un grand bout de son voisin. Voilà ce qu'il faut avoir quand même en tête, et c'est pourquoi il faut avoir une exigence absolue sur la sûreté de ces installations qui sont extrêmement dangereuses, quels qu'en soient les bénéfices. Alors, un mot quand même parce que les risques d'accident existent. Ils existent. Si M. Doroszczuk dit ça, c'est quand même pas un excité. Voilà, il le dit parce qu'il le sait. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire qu'il faut avoir une particulière attention. Il y a le vieillissement des installations qui peut se poser. Il peut y avoir, par exemple, les enceintes en béton à double paroi, selon certains experts, ont un vieillissement plus rapide que prévu. Les cuves en acier des réacteurs subissent une irradiation plus grande sur certaines parties quand il y a une variation de puissance. D'ailleurs, éventuellement, on parlera tout à l'heure d'intermittence, ce sera un sujet intéressant. Voilà. Et puis, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se produire. Par exemple, celui de la corrosion sous contrainte, qui n'est pas un cas de vieillissement, l'effet d'un vieillissement, mais l'effet d'une mauvaise conception ou d'un design hasardeux sur un certain nombre de réacteurs, et qui s'est traduit par des fissures importantes sur des coûts du circuit primaire. Et donc, il y a l'autre aspect maintenant, l'économie. Alors l'économie, on a cité, et ici vous êtes très fort, donc 411 réacteurs en activité dans le monde l'année dernière. Il y en avait 4 de moins qu'un an auparavant. Alors là, je m'appuie sur le rapport de World Nuclear Industry Status Report, qui fait un compte-rendu annuel très précis sur l'état des parcs nucléaires dans le monde. Donc, en fait, ça diminue assez régulièrement. Le pic du nombre de réacteurs dans le monde était en 2002. Donc, on a vu une chute, enfin, pas une chute, mais un ralentissement du parc nucléaire. Pourquoi? Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vieillissent. Donc il y en a certains qui sont mis en opération, incontestablement, mais il y en a plus qui, peu à peu, sont retirés. Alors il y a une chose qui est intéressante, c'est que pour maintenir le parc mondial, il faudrait construire 12 réacteurs par an. En 2022, on en était à moins de 5. C'est-à-dire que simplement pour maintenir la situation, il faudrait en faire plus du double de ce que l'on fait à l'heure actuelle. On y viendra peut-être dans la discussion, mais franchement, on en est loin. Et je vous rappelle que l'enjeu, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et pas le faire dans 20 ans ou dans 30 ans, mais dans les années qui viennent. Bon, voilà, donc on est dans une situation où, en fait, l'industrie nucléaire mondiale n'est pas en grande forme. Pourquoi? On va venir pourquoi, mais on va dire aussi une autre chose, c'est que dans la situation actuelle, on veut en plus relancer le nucléaire en France, avec, vous savez, le projet de 6 EPR2 et éventuellement de 8 autres, avec une société EDF, on pourra éventuellement y revenir dans la discussion, mais qui est très endettée. Et on se demande où on va trouver l'argent, sachant que l'investissement nécessaire pour prolonger la durée de fonctionnement des réacteurs actuels par ce qu'on appelle le grand carénage et faire passer la moyenne des réacteurs de 40 ans à 50 ans, ça exige d'énormes investissements, dans 50 milliards d'euros.
Les constructions de 6 EPR2, dans des estimations officielles dont on peut penser que peut-être elles ne se réaliseront pas totalement, c'est-à-dire que peut-être elles seront dépassées, mais on en est à 52 milliards. Et puis il y a d'autres choses qu'on oublie, mais qu'ici on connaît bien à Belleville, c'est le fait qu'il y a une saturation de stockage des déchets, qu'il y a toute la chaîne de préparation des combustibles à Mélox qui ne marche pas, que les installations de l'AX sont vieillissantes, donc certaines d'entre elles ne marchent pas. Donc tout ça va demander de l'investissement. Et sachant que par ailleurs, on n'a toujours pas, même si là aussi le gouvernement pousse les feux pour faire avancer le projet d'enfouissement de déchets radioactifs à CIGEO dans la Meuse, le coût de cet équipement est très flou. D'ailleurs, la solution technique aussi. Donc voilà, on s'engage on voudrait s'engager dans un projet alors que l'économie même des acteurs qui peuvent le porter est très difficile et qu'on a du mal déjà à gérer le passé, à gérer les installations du passé qui ont été installées depuis les années 60 et 70. En faisant un réacteur, qui est une version adaptée d'un réacteur EPR, dont je ne vous apprends pas ici, puisque ça fait 20 ans ou 10 ans, j'exagère un petit peu, mais ça fait 10 ans qu'on attend sa mise en service et que l'EPR de Flamanville n'est toujours pas en fonctionnement. Il le sera peut-être en 2023, mais il faudra changer rapidement le couvercle parce qu'il y avait une erreur, une fissure, enfin un défaut dans le premier couvercle énorme qui a été mis sur ce réacteur. Donc, bon, on est là avec voilà, une structure économique et industrielle qui n'est pas au point. Alors, on va maintenant venir sur le point important. Vous avez entendu, sans doute, si vous vous intéressez un petit peu à ces questions, en octobre 2022, la présentation d'un scénario de réseau transport d'électricité. Alors, c'était le résultat d'un travail qui s'est fait avec beaucoup d'experts et avec beaucoup d'honnêteté, je crois, pour ce que j'en sais, parce que des participants me l'ont dit, par les ingénieurs et les économistes de RTE, donc ça a été un vrai travail d'expertise multiple, mais ils ont produit un certain nombre de scénarios, et c'est surtout un qui a été mis en avant, celui qui permettait à M. Macron, pour ne pas le nommer, de privilégier le scénario qu'il voulait. Mais en gros, et ce qui était mis en avant à ce moment-là, si vous en rappelez, c'est que dans les scénarios avec beaucoup de nucléaire, avec pas mal de nucléaire et du renouvelable, ou avec que des renouvelables, en gros, on nous disait l'avantage de la filière nucléaire, c'est si on fait le scénario pas mal de nucléaire et un peu de renouvelable, on va dépenser 10 milliards d'euros de moins par an que si on ne fait que le scénario renouvelable. Donc économiquement, c'est intéressant de faire ce projet nucléaire et un peu de renouvelable. En fait, c'est basé sur un certain nombre d'hypothèses que je ne vais pas vous détailler, qui sont discutables, mais il y en a une qui est extrêmement importante et qui, là aussi, à nouveau, a été soulignée même par le président de RTE. Alors, décidément, c'est comme Kempf, Dorozuk et Pieszczak, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, il a un nom un petit peu compliqué à épeler et à dire, mais enfin non, c'est M. Pieszczak, qui est Xavier et président de RTE, et qui dit « L'avantage économique des scénarios qui comportent du nouveau nucléaire dans nos évaluations est conditionné, je pèse mes mots, c'est ce qu'il dit, est conditionné à un financement qui ne s'écarte pas des autres technologies bas carbone. Dans notre étude, nous avons pris un coût de financement de l'ensemble des installations de 4%. » Fin de la citation. Alors c'est un peu du chinois, je pense. Je vais vous expliquer ce qu'il dit. Ils ont fait des hypothèses, des scénarios, jusqu'à 2050. Qu'est-ce qui se passe si on installe des renouvelables, des réacteurs nucléaires? Et ces investissements, ça demande beaucoup de capital, parce que c'est très gros. Une centrale nucléaire, c'est énorme, c'est très impressionnant, c'est quand même un travail d'ingénierie d'une certaine façon tout à fait admirable, comme d'ailleurs dans de l'éolien ou du photovoltaïque, on y reviendra. Voilà. Et ça demande énormément de capitaux. Mais c'est énorme, c'est-à-dire que vous allez investir, par exemple, un EPR2, mais ça pourrait être un modèle de Westinghouse ou d'un autre fabricant, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Vous allez devoir mettre sur la table, sur 30 ans, de l'ordre de quelques milliards d'euros. 3, 4, 5 milliards d'euros. Donc c'est quand même une somme colossale.
Si vous faites de l'éolien, du photovoltaïque, vous allez avoir des coûts importants, mais ça va se compter une échelle de 1 à 10 fois moins. Et puis, surtout, ça va être mis en place plus rapidement. C'est-à-dire que, grosso modo, 3-4 ans. Alors, pour mettre en service un réacteur nucléaire et qu'il atteigne un seuil de rentabilité, il faut beaucoup plus de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut des financements pour faire ces investissements extrêmement lourds, dans tous les cas. Donc, il faut des banques. Et les banques, et c'est normal, il faut qu'elles se rémunèrent. Donc, elles calculent un taux d'intérêt. Et vous savez que le taux d'intérêt, il est lié au risque. En fait, le risque, à l'heure actuelle, il est beaucoup plus faible pour le renouvelable. Donc, les taux de financement, les taux d'intérêt, si vous voulez, pour les énergies renouvelables, les investissements en énergie renouvelable sont beaucoup plus faibles que pour le nucléaire. Et en fait, là, ce que dit monsieur Piechasik, c'est que, ok, on a un avantage économique dans le scénario nucléaire, à condition de mettre le même taux pour tout. Mais en réalité, ça n'est pas ça qui se passe, parce que dans la réalité, le financement, il se fait à des taux beaucoup plus bas pour le renouvelable que pour le nucléaire. C'est pourquoi, d'ailleurs, et je vais aussi vous dire pourquoi, c'est pourquoi le 80% des investissements maintenant dans des installations de production d'électricité se font dans l'énergie renouvelable, dans l'éolien, dans le solaire, essentiellement. Les 20 autres pourcents, vous allez me dire, c'est quoi? C'est encore du thermique, c'est-à-dire plutôt du gaz, assez peu de charbon, quand même, heureusement, maintenant, et marginalement du nucléaire. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire du renouvelable, et puis c'est beaucoup moins dangereux. Ce que je vous racontais tout à l'heure sur l'accident, c'est pas seulement messieurs et dames de sortir du nucléaire, c'est pas seulement des journalistes ou des voilà, c'est acté que c'est tellement dangereux que même les financiers ne veulent pas prendre ce risque, ou peu, ou alors à des conditions de financement extrêmement importantes. Et puis surtout, il s'est passé quelque chose, en plus, il s'est passé quelque chose de très important dans les 15 ans qui sont passés, qui a vraiment surpris les experts de l'énergie. Il y a eu, et qui a même surpris ceux qui sont sur le sujet. C'est qu'il y a une chute, il y a une mutation technologique, je ne sais pas comment appeler ça, je n'aime pas le mot de révolution, mais il y a vraiment une évolution technologique extrêmement forte sur le renouvelable et sur notamment l'éolien terrestre, l'éolien marin, dont on va parler, et sur le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'entre 2009 et 2021, c'est des estimations, c'est pas des estimations, c'est un constat de la Banque Lazare, donc aux États-Unis, qui est pas, non pas la Banque Lazare, l'autre, Goldman Sachs, pardon. Donc c'est pas des gens qui sont spécialement écologistes, mais simplement ils regardent ce qui se passe et combien tout ça coûte. Le coût du solaire a chuté dans cette période de 90%, l'éolien de 72%, alors que les coûts du nucléaire ont augmenté de 36%. Donc, voilà, je pense que ces chiffres-là, vous commencez à avoir l'explication. C'est qu'il y a encore 15 ans, il y avait un débat, et d'ailleurs il fallait des subventions pour développer le solaire, comme ça a été fait notamment en Allemagne ou dans d'autres pays de manière tenace et réfléchie. Il y avait besoin de subventions parce qu'une nouvelle technologie, au début, elle n'est pas, on ne maîtrise pas tout, il faut un effet d'échelle, il faut progresser, etc. Donc il y a besoin d'une aide publique. Ça s'est fait par des tarifs de rachat. Et puis, il y a eu donc un développement, et puis après, il y a des progrès techniques qui se font, que je ne peux pas vous expliquer maintenant, et qui font qu'il y a eu cette chute de coûts tout à fait extraordinaire. Alors que le nucléaire, précisément parce que dans la période est intervenu Fukushima, donc il s'est passé d'autres questions pour ne pas reproduire les accidents, on a renforcé, et c'est une très bonne chose, on a renforcé les mesures de sécurité, les équipements de sécurité sur le nucléaire ou sur le nouveau nucléaire, c'est-à-dire les nouveaux réacteurs que l'on veut construire, et donc le coût augmente. Et donc, et ça je dirais, on pourrait presque... Enfin, je dirais pas oublier la question de l'accident, mais moi personnellement, il y a quelque chose qui me choque, c'est l'absence de rationalité économique dans laquelle on est. C'est-à-dire que là, avant de lancer, vous avez sans doute vu la loi sur l'accélération du nucléaire, on n'attend pas la fin du débat public, on nous trompette un scénario en sélectionnant un scénario, mais pas les autres, en cachant les autres, etc. On n'a pas l'analyse de cette évolution technique extrêmement importante qui entraîne des coûts importants. Parce que si l'on investit 50 milliards dans 6 EPR, quand tous les autres pays sont dans le photovoltaïque et l'éolien,
Sauf que la France soit un pays de plus en plus riche, mais on ne dirait pas que c'est le cas. On dirait plutôt qu'il faut économiser, enfin en principe c'est ce qu'on devrait faire, mais si on investit dans une filière particulière qui est celle du nucléaire, on n'aura pas d'argent pour le faire dans d'autres filières qui se révéleront beaucoup plus intéressantes sur le plan économique. Donc là on a un vrai problème, c'est-à-dire moi je pense que si on s'engage dans cette voie comme veulent le faire M. Macron, son gouvernement, son parti, les Républicains et l'extrême droite, et puis le Parti communiste, mais peut-être qu'on va espérer qu'il va évoluer dans sa tête et dans sa compréhension des choses, on s'engage aussi dans un choix économique qui va affaiblir, qui risque, en tout cas il faut le mettre en débat, je ne dis pas que j'ai raison, en tout cas je pose la question, en tout cas il faut y réfléchir attentivement, qui risque d'handicaper durablement l'économie de ce pays. C'est-à-dire, si tous les autres pays vont dans le photovoltaïque et l'éolien, il y a peut-être une rationalité à laquelle il faudrait faire attention. Et alors là, on n'est plus tout à fait, ce qui d'ailleurs pourrait faire un débat, mais notamment cette évolution technique, il y a des capacités de parcs très importants qui se font maintenant avec l'éolien marin, parce que ça c'est une autre évolution technique qui est extrêmement impressionnante, qui s'est faite une fois de plus dans les 10 à 15 années, l'éolien marin avec l'éolien ancré, et puis maintenant l'éolien flottant, et puis voilà, il y a une inventivité technique en ce moment qui est en train de se faire dans ce domaine. Et donc par exemple dans la mer du Nord et la Baltique, les pays riverains ont commencé à faire un parc éolien marin de 350 gigawatts, soit, si on tient compte des facteurs de charge, enfin pour ceux qui voient, je ne rentre pas dans le détail, mais ces 350 gigawatts, c'est l'équivalent de 3 fois le parc nucléaire français, qui est de l'ordre de 55 gigawatts. Donc vous voyez que là, on est dans ces énergies, dans des niveaux d'échelle où notre choix nucléaire est vraiment très problématique. Et revenons quand même au climat. Je vous rappelle, par exemple, je vous rappelle que nous nous sommes engagés, la France au sein de l'Union européenne, à réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990. 2030, c'est dans moins de 7 ans. Les EPR2 dont nous parlent ces messieurs, dans le meilleur des cas, le premier serait en opération en 2037. Mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire dès cette année, on aurait dû commencer d'ailleurs depuis des années, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 55%. Alors on a fait une partie du chemin, vous allez me dire, il reste 42% à faire, à réduire. Le taux, c'est 4,7% par an. Voilà, c'est ce à quoi s'est engagée l'Europe. Il ne faut pas dire « Ah, mais la Chine et les États-Unis », nous, on s'est engagés à ça. Et si on veut pouvoir entraîner le reste du monde, sachant qu'en plus on n'a pas de pétrole, on n'a pas de fossiles, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, c'est d'aller drastiquement dans cette direction. Si on prend le climat au sérieux. Bon. Voilà. Et je vais conclure sur la question, parce que pour l'instant, vous vous rappelez qu'au début de cet exposé, je vous ai parlé de 3 choses. Le nucléaire, les énergies renouvelables et les économies d'énergie. En fait, moi, mon souhait le plus vif, ça serait d'arrêter de parler du nucléaire, même si techniquement c'est intéressant, enfin voilà, mais je trouve qu'on devrait consacrer autant d'énergie intellectuelle aux économies d'énergie. Là, on devrait être 100 ou 110, comme on est ce soir, à dire, mais comment on va réduire notre consommation d'énergie ? Ça devrait être ça, la question fondamentale. Et après, se dire, ok, mais on a quand même besoin d'électricité, on a besoin, il y a encore des gens qui ne savent pas se servir de leur smartphone alors qu'ils laissent les armes tourner, enfin voilà, il y a des vélos électriques, bref, on ne va pas discuter, on a besoin d'électricité. Mais de combien d'électricité avons-nous besoin ? Est-ce qu'on a besoin de 800 TWh comme dans le scénario maximal qui est pris par M. Macron, qui au passage est au-dessus du scénario industrialiste du RTE, etc., où on prend le 400 MW du scénario très exigeant, mais réaliste, de Négawatt, qui est une association d'ingénieurs qui, eux, sont très axés là-dessus. Donc voilà, c'est ça dont on devrait parler. Et surtout, si on prend au sérieux la question du climat, comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à effet de serre rapidement ? De 4,7, de 4%, oublions le virgule, de 4% chaque année. Vous savez qu'en ce moment, on fait moins 1, moins 2% l'année du Covid, autrement on arrive péniblement à faire moins 1.
Voilà. Et donc, alors je reviens parce qu'il y a encore des scénarios. Vous voyez, ils ont mis en avant celui de RTE. Mais en fait, il y a eu d'autres scénarios. Il y a eu le scénario de Négawatt, il y a eu le scénario de l'ADEME, l'Agence pour la transition écologique, qui est une agence gouvernementale. D'ailleurs, une partie est basée à Angers, pas trop loin d'ici. Ils ont fait leur scénario. Ils disent, puisqu'on revient à nouveau à l'économie, le scénario sobre est le moins coûteux. C'est-à-dire, alors, le scénario sobre, c'est 408 TWh de consommation électrique. C'est quand même un bel effort, parce que pour l'instant, on doit être aux alentours de 450 TWh de consommation électrique. Donc, c'est radical. Mais ça coûterait 1045 milliards d'euros. Ils échelonnent toute la politique sur 20 ans. Et c'est un scénario... Alors que le scénario qui est le plus nucléaire, mais ils reprennent 800 TWh comme M. Macron, celui-là, il coûterait, selon leurs calculs, 1518 milliards d'euros, c'est-à-dire en fait 2 fois plus. Voilà, c'est juste pour vous dire que l'économie d'énergie, ça peut avoir plein d'intérêts, de réduction de gaz à effet de serre, de création d'emplois, on en parlerait, mais économiquement aussi un investissement extrêmement important. Donc voilà, alors moi on pourrait parler de ça, mais je vais conclure pour laisser place au débat. Mais juste vous rappeler par exemple sur la rénovation du logement. Cette rénovation thermique qu'on n'arrive pas à faire sérieusement dans ce pays. Et c'est pas parce qu'on est mauvais, c'est simplement parce qu'il y a des gouvernements qui ne veulent pas s'y atteler et qui préfèrent s'occuper d'EPR qui ne marchent pas. Vous vous rappelez, il y a eu le Grenelle de l'environnement en 2008. C'était sous M. Sarkozy. Bon. C'est pas peut-être le président que la majorité des gens dans cette salle auraient préféré, mais il se trouve que le Grenelle de l'environnement, ça avait été pas mal, il y avait une vraie discussion, il en était sorti beaucoup de choses, notamment l'idée qu'il fallait faire des rénovations thermiques des logements. Il s'était fixé l'objectif de 450 000 par an. En fait, si on fait la meilleure estimation actuelle, on arrive, et c'est vraiment la meilleure estimation qui d'ailleurs est discutée, on arrive à faire 40 000 par an de rénovation globale. C'est-à-dire 10 fois moins. Alors, il y a un chercheur de l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales, Andreas Rudinger, qui a fait un calcul l'année dernière. Si on avait suivi le rythme qu'on s'était fixé au Grenelle de l'environnement, de rénover ces 450 000 logements chaque année, on aurait économisé 100 TWh d'énergie. Et vous savez ce que dit-il? Ces 100 TWh, c'est exactement à peu près exactement ce qu'on importait de la Russie, de M. Poutine, avant l'invasion de l'Ukraine. Donc voilà, la rénovation thermique, au passage, ça nous aurait mis dans une situation beaucoup plus confortable, y compris quand il y a des choses extraordinaires qui se passent, à savoir que des méchants puissants veulent envahir leurs voisins. Voilà, merci de votre attention et merci. La parole à la salle si vous avez des questions. Et j'en profite, je vais faire ma petite publicité. Puisque vous avez parlé un petit peu de l'engagement qu'il fallait réduire ses consommations, mon collègue, M. Régis Motré, qui est là-bas et tout ça, on sort d'une formation de facilitateur carbone. Et donc, je vous engage tous à diffuser au maximum l'information pour inscrire les gens sur le groupe de conversation carbone. Voilà. C'est sur l'aglo, c'est Bourges-Aglo. Voilà. Oui. Première question, allez-y. Monsieur Kempf, vous avez parlé du climat, c'est le sujet de ce soir, le nucléaire sauf le climat. Vous n'avez pas parlé, mais c'est sous-jacent ici dans le Cher, avec la Loire. Il s'agit du refroidissement des réacteurs. Et la Loire est de plus en plus mince, même en cette saison, alors qu'on a la prétention à Belleville de construire 2 nouveaux EPR, 2 EPR. Et oui, c'est juste une remarque, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste une remarque par rapport, vous avez évoqué la consommation électrique, et moi je pensais au projet de remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Donc là, ça va forcément mécaniquement augmenter énormément la consommation. Donc c'est plus une remarque par rapport à ça. Voilà. C'est une très bonne remarque, c'est une vraie question et bien notée. Ouais. Et juste une remarque aussi, enfin moi j'ai toujours entendu dire depuis très longtemps que l'énergie électrique produite par le nucléaire
était la moins émettrice de CO2. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'est pas. En fait, toutes les énergies, quel que soit le mode de production, ont des conséquences sur l'environnement, des conséquences négatives. Mais j'ai toujours entendu dire ça. Et je sais que pour produire une centrale, forcément, on va polluer. Sur toute la chaîne de production de A à Z, il y a forcément des émissions de gaz. Mais... Au début de votre exposé, vous avez parlé du risque sismique. La vallée du Rhône est une zone qui est potentiellement sismique. Il y a pas mal de réacteurs installés dedans. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la situation qu'on avait à Fukushima, c'est-à-dire d'une sous-estimation, quand on a fait les plans de ces centrales, du risque sismique réel? Ok, alors voilà 3 questions, donc je propose, je tâche d'y répondre en essayant d'être court, parce que j'ai tendance à partir dans des longs développements, et après on redémarrera avec une femme, la prochaine question. Alors, le refroidissement des réacteurs, c'est pas un domaine sur lequel j'ai une position, une analyse totalement assise, parce que ce que j'ai lu est assez contradictoire, et j'ai compris que c'était pas un problème absolument majeur. Voilà, mais ça ne veut pas dire que j'ai raison. Ça ne veut pas dire que je sais tout. Donc je vous dis simplement en fait que sur ce point-là, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire de manière totalement définitive. Voilà, c'est pas. Attendez, je ne dis pas que ça n'est pas un problème. Je vous dis simplement. Attendez. Je vous dis simplement que je ne sais pas. Mais le fait que je ne sache pas ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Mais je ne suis pas en mesure, d'après ce que j'ai lu, d'assurer que c'est un problème. Voilà, mais je pense que c'est un problème. Mais voilà, j'essaye de, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais de m'appuyer sur des choses à peu près fondées et très bien documentées. Donc là, il y a un débat, et mon niveau de connaissance ne m'a pas conduit à penser que c'était un problème majeur, même s'il faut en faire extrêmement attention, et que l'ASN vient de redire à EDF cette semaine, dans les vœux de M. Dorozuc, que la question que vous évoquez devait être parfaitement prise en compte. Donc voilà. Et en revanche, on peut élargir, c'est-à-dire qu'il y a les problèmes d'eau que vous évoquez. Et voilà, je ne vais pas redire ce que j'ai dit par rapport à mon niveau de méconnaissance ou d'insuffisance. Et voilà, vous aurez un très petit un tract à la sortie qui dira plus de choses. Mais il y a d'autres choses dans le changement climatique qui va se produire. C'est-à-dire que il va aussi y avoir des tornades. Alors il y a des enjeux, par exemple, de la montée du niveau des eaux, qu'on avait déjà expérimenté au Blayais en 1999. On est passé à... Alors il y a un débat entre experts là-dessus, mais enfin vraiment dans une situation pré-accidentelle extrêmement dangereuse. Donc il y a aussi la question pour des réacteurs en bord de mer. Et ça peut se poser en France comme ça peut se poser dans d'autres pays. Il y a d'autres troisième élément qui peut jouer avec le changement climatique, c'est aussi la succession de cyclones, de typhons selon les pays. Mais par exemple, c'est déjà arrivé, je le relate dans ce petit livre, qu'aux États-Unis et non loin de Taishan en Chine, il y a des cyclones extrêmement importants qui sont passés à quelques kilomètres de la centrale, au point que dans ces centrales, ils avaient fermé les centrales pour se mettre totalement à l'abri. Donc il y a une vraie préoccupation sur le changement climatique et les effets qu'elle pourrait avoir sur les nouveaux réacteurs, mais pour l'instant, c'est plus, pour ce que j'en ai compris, un domaine qui est en discussion et en étude. Voilà. Mais c'est une vraie préoccupation. Véhicules thermiques par rapport aux véhicules électriques. Alors, vous avez tout à fait raison, parce qu'on ne va pas... Alors après, la question... Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai donné entre le 800 TWh de M. Macron et le 400 TWh de l'ADEME ou de Négawatt. Comment est-ce qu'on peut avoir de telles différences? Sachant qu'effectivement, dans toutes les perspectives, il s'agit d'arriver à la neutralité carbone, c'est-à-dire d'arriver à 0 émission de CO2 en 2050, et donc de remplacer un certain nombre d'usages à l'eau, qui sont, je suppose que certaines personnes ce soir ici sont venues en voiture. Moi-même, j'étais avec Françoise Pousset, on est venu en voiture parce que c'était quand même assez loin. Donc voilà, le pétrole, il va falloir le remplacer. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on va, quel va être le monde de demain où effectivement la mobilité électrique et tous les autres équipements qui pour l'instant sont alimentés par les énergies fossiles, du gaz, du charbon ou du pétrole, comment on va les remplacer?
On va les remplacer très largement par l'électricité. Mais est-ce qu'on va remplacer absolument tous nos équipements par l'électricité? Est-ce qu'on a vraiment besoin, puisque vous savez que maintenant le marché automobile vit largement en vendant des SUV qui pèsent 1,8 à 2,5 tonnes, est-ce qu'il faut qu'on ait des voitures électriques, ou même sans aller sur les SUV, qui pèsent 1,6 tonnes, qui donc demandent énormément de batterie, demanderont une relativement grosse consommation électrique, et au passage, c'est pas seulement un enjeu de consommation et de CO2, mais ça veut aussi dire qu'il va falloir trouver beaucoup de lithium, beaucoup de cobalt, beaucoup de cuivre au Chili, en RDC et dans d'autres pays. Donc il y a aussi un enjeu là écologique. L'écologie, c'est pas seulement le CO2, c'est est-ce qu'on veut vraiment, si on remplaçait tout le fossile par l'électricité, ben, il faudrait aussi beaucoup de matériaux. D'ailleurs, c'est de mines, très concrètement. Alors, j'ai un tout petit développement sur les mines, mais donc il en faudrait beaucoup. Mais le problème des mines, c'est que pour l'instant, alors les chiffres ne sont pas exacts, mais les ordres de grandeur sont ça. Au début, les mines, on prenait, mettons, les meilleurs filons, par définition, au début, et donc on prenait, pour avoir, vous savez que le métal, le minerai, jamais tout seul, il explose, il est mélangé à de la roche, donc il faut extraire beaucoup de roches, et puis on va trier par des procédés chimiques, on va séparer plus exactement, et on va avoir, mettons, 1 kilo de cuivre pour... et oublions les chiffres, ils ne sont pas justes, mais mettons 100 kilos de roche. Maintenant, il va falloir, pour trouver 1 kilo de ce minerai, non pas 100 kilos comme je vous l'ai dit, mais 1000. C'est-à-dire qu'il en faut beaucoup plus. C'est-à-dire que l'impact écologique pour avoir ces matériaux sont monstrueux. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de pays et de ces compagnies, on va dire, poussent à l'exploitation des fonds marins océaniques, avec là aussi des conséquences écologiques importantes. Donc tout ça mis bout à bout, ça veut dire que il va falloir se dire, non, on ne va pas avoir des SUV et des véhicules de 1,6 tonnes. Donc il faut aussi repenser la mobilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des autos électriques de 400 kg, voire des plus petites? Est-ce qu'il n'y a pas plein de déplacements qu'on peut faire en vélo ou en vélo électrique, y compris dans le rural? Est-ce qu'on ne peut pas repenser les villes pour éviter qu'il y ait le supermarché Auchan ou Leclerc ou Super U et on est obligé de prendre sa voiture pour aller faire les courses du samedi parce qu'on a fermé tous les magasins du centre-ville qui est en train, etc., etc. Est-ce qu'on a besoin de faire la 5G? Est-ce qu'on a besoin de prendre autant l'avion? Est-ce qu'on a besoin, etc., etc. Donc, votre question est votre remarque est très pertinente et elle est presque au cœur en fait du sujet. Elle est au cœur du sujet. Est-ce que la société qui serait neutre en carbone et qui serait respectueuse du climat, qui aurait vraiment drastiquement réduit les émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'on peut le faire en ayant le même niveau de consommation globale que l'on a? Et là, la réponse, moi je l'ai dit, compte tenu de tout ce que je vous ai dit rapidement, la réponse est non, il faut changer de société. Et c'est là qu'on sort d'un domaine d'analyse purement technique pour rentrer dans l'espace politique, dans quelle société on veut vivre, sachant que généralement, les gens qui ont des SUV, pour ne prendre que cet exemple, ou qui prennent l'avion, c'est des gens qui ont un gros revenu. Voilà. Et que quand, pour le reprendre par un autre bout, la Convention citoyenne pour le climat, il y a 1 an et demi, avait émis cette proposition assez sage, parce qu'ils avaient très bien compris le problème, comme vous et moi ce soir, avait dit, est-ce qu'on ne pourrait pas limiter le poids des voitures à 1400 kg ou à 1300 kg? Ça a été refusé par M. Macron. Et puisque certains d'entre vous ont, comme moi, le cheveu blanc ou sont chauves, ils se rappellent peut-être que quand ils étaient petits, leur papa ou leur maman, surtout le papa à l'époque, c'était des R4, des 4 chevaux, ou des je sais pas quoi, des 2 chevaux, et ça pesait, vous regardez le poids des voitures depuis les années 60, c'était 3 fois moins lourd. Alors c'était peut-être plus dangereux, mais à vrai dire, il faut s'y repenser. Est-ce qu'on a besoin de rouler à 110 km sur l'autoroute? Non, il va peut-être falloir apprendre à être plus lent, parce qu'on ira moins loin. Et vous voyez, c'est comme ça que je réponds à votre remarque extrêmement importante, si vous en êtes d'accord. Ah oui, est-ce que l'électricité nucléaire est le moins émetteur de CO2? En gros, oui. Oui. Enfin, alors, il y a des antinucléaires qui prennent des... On peut discuter, il peut y avoir un point technique, mais pour moi, c'est pas un sujet majeur, même si... Bon. Donc, on fait des calculs de grammes par CO2, grammes de CO2 par kilowattheure. Et alors... Pourquoi est-ce que le nucléaire émet quand même un petit peu de CO2? Parce que pour construire des centrales nucléaires, il faut notamment énormément de béton.
c'est des milliers de tonnes de béton. Et le béton, vous le savez peut-être, le procédé de fabrication du béton est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Je crois que l'industrie du béton au niveau mondial représente 10% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est colossal. Donc en gros, voilà la raison pour laquelle le nucléaire reste émetteur de gaz à effet de serre. Mais, alors, il y a des antinucléaires, je le dis en riant, mais ils ont raison, ils disent pour l'instant, Flamanville, ça a émis énormément de gaz à effet de serre, ça n'en a économisé aucun. Bah oui, il y a toute la période de construction du béton. Mais blague à part, sur le fond, on peut toujours avoir des discussions, mais grosso modo, le nucléaire, c'est, je ne me rappelle plus, 3 grammes, mettons, de CO2 par kilowattheure. Le solaire serait légèrement au-dessus, sachant qu'il y a des problèmes techniques, mais serait aux alentours de 5 grammes, et l'éolien, voilà. Et par rapport au charbon, qui lui, j'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être à 300, le pétrole à 200 et le gaz à 100. Enfin, donc il y a vraiment un changement d'échelle. Et c'est jamais dans ces calculs, l'économie d'énergie, 0 gramme. Enfin, on pourrait discuter parce qu'il peut y avoir des problèmes de transmission, mais c'est jamais dans les statistiques aussi. Donc voilà. Mais donc c'est pas un débat fondamentalement, même s'il faut toujours vérifier les hypothèses et refaire les calculs. Mais voilà, l'électricité nucléaire est incontestablement peu émettrice de CO2. Voilà. Et alors, le risque sismique, vous avez tout à fait raison. Alors, est-ce que... Et il y a eu d'ailleurs... Là, à nouveau, c'est dans le livre, c'est pas pour dire que lisez-le, mais j'ai pas tout en tête absolument, il faudrait que je l'apprenne par cœur. Mais il y a quelques années, dans une centrale qui se trouve en Ardèche, c'est laquelle? Cruas. Donc, ils ont été très étonnés parce que c'était quand même une secousse de 4,7 sur l'échelle de Richter, cet ordre de grandeur. Donc c'était quand même notable. Ça ne mettait pas en péril la centrale qui avait quand même été calculée pour... bon, je ne vais pas donner le chiffre parce que je ne connais pas le dossier, mais c'est une vraie préoccupation. Donc, alors, est-ce qu'après l'IRSN ou l'ASN, enfin c'est l'IRSN qui aurait plutôt fait ce genre d'études, refait des analyses comme celles qu'avaient fait les gens avant Fukushima? Sans doute, je dois avouer que là, je ne sais pas, mais c'est effectivement une préoccupation nouvelle. Quand on parle de la fermeture de Fessenheim comme si c'était un drame absolu et que c'était totalement irrationnel, il faut rappeler qu'il y avait de vraies préoccupations parce que au Moyen-Âge, il y avait eu juste à côté en Suisse, et c'est pour ça que les Suisses, qui sont très frontaliers de la centrale de Fessenheim qui est près de Mulhouse, il y avait eu un épisode sismique extrêmement important, je crois, au Moyen-Âge, vers 1300, dans cette région. Donc la raison pour laquelle il y avait une préoccupation pour Fessenheim, c'était précisément un risque sismique. C'est pas seulement parce que M. Hollande et Mme Duflot avaient signé un accord politique, c'est qu'il y avait quand même un substrat technique qui posait question. Voilà ce que je peux dire sur ce point. Oui, dans les raisons que vous avez données, j'étais très intéressée par l'absence de rationalité économique. Donc, comment expliquez-vous les choix de nos gouvernants qui sont toujours en train de nous dire qu'il faut faire des économies dans les services publics, pour les retraites, etc. Alors, est-ce que c'est une histoire d'image de la France qui serait fière de sa technologie? Est-ce que c'est parce qu'elle peut vendre des centrales nucléaires à l'extérieur? Je siège à la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, donc je connais un peu le dossier, et je suis vieux militant avec Françoise du réseau Sortir du nucléaire. Donc je vois qu'il y a à peu près 50% de la salle qui est déjà au courant des affaires de nucléaire, mais répondre par rapport pour l'eau, ce que répond l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, et l'EDF, c'est qu'il réchaufferait que moins de 1 degré, pardon. Alors après, il y a peut-être d'autres problèmes sur les composants radioactifs qui... Ça m'inquiète plus. Le réchauffement, c'est sûr que ça va devenir un problème. Sinon, tu as parlé de risque. Il faut savoir aussi que personne ne veut assurer les centrales nucléaires en France. Ça, c'est déjà un problème. Il faudrait que tu poses une question. Et là, je vais en poser une par rapport à la... Non, mais j'informe aussi, puisque depuis Michel Rivasi, il n'y a jamais eu ici de réunion sur le nucléaire. La question sur la sécurité et le béton, moi, ce qui m'inquiète, c'est, on se rappelle tous du 11 septembre, un avion qui tombe sur une centrale nucléaire. Est-ce que le béton est suffisamment costaud? Alors, cette affaire de sécurité, c'est évoqué de temps en temps, mais très rarement, et c'est quand même un coût important s'il faut des bases comme avoir autour pour protéger les centrales au niveau militaire.
Oui, juste deux questions. Une par rapport à l'eau. Effectivement, on a abordé le problème du refroidissement. Vous n'avez pas parlé de... Parce que la perspective climatique montre qu'il va y avoir une pression sur la ressource en eau importante. Les centrales nucléaires, d'une part, polluent. Nous, je fais partie du groupe local, mais on fait partie d'un collectif régional. On a calculé, par exemple, à partir des comptes rendus annuels sur l'environnement, que les réacteurs nucléaires sur la Loire ont rejeté, par exemple, en 2020, 6000 tonnes de produits chimiques dans la Loire, et une centrale nucléaire évapore 1 mètre cube d'eau par seconde, qu'elle ne restitue pas au fleuve. On a 14 réacteurs sur le bassin de la Loire, ça veut dire 14 mètres cubes par seconde. Quand on multiplie par le nombre de secondes dans une année, c'est phénoménal. Donc il y a quand même un problème, je pense, du nucléaire sur la ressource en eau. Ensuite, j'aimerais parler des déchets radioactifs, malgré tout. Alors, ça ne rentre pas complètement dans la perspective climatique, mais ça rentre quand même dans la perspective nucléaire, économique. L'ingénieur qui parle beaucoup dans les médias, là, dont vous avez parlé, dont je ne citerai pas le nom, dit que tous les déchets radioactifs tiennent dans une petite piscine à La Hague. C'est totalement faux. En plus, il y a une énorme partie de matières produites par les réacteurs qui ne sont pas considérées comme des déchets. Il faudrait déjà 2 CIGEO pour absorber tous nos déchets. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les déchets radioactifs? Merci, Catherine. Alors, pardon, 3, ça va? Ça vous va? Absence de rationalité économique, comment expliquer les choix du gouvernement? Là, c'était pas pour rire, c'est parce que je réfléchis pour bien... Mais c'est vrai, en fait, c'est risible, parce que c'est risible. Bon, par quel bout le prendre? Premier point, le nucléaire est consubstantiel à la culture de l'oligarchie française. En partie pour de bonnes raisons. Vous vous rappelez qu'en 1940, la France, qui était un grand pays, a subi une déculottée militaire qui a mis... Attendez, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. J'essaye de promettre de ne pas être long, mais... non, la fierté, voilà... et 45 et toutes les années d'après, la France, le nucléaire, sachant qu'effectivement il y avait une compétence dans la physique nucléaire. Il ne faut pas oublier que dans le premier demi-siècle, le premier demi-20e siècle, il y a eu une aventure quand même extraordinaire de renouvellement de la physique, et que voilà, l'énergie nucléaire est aussi sortie d'une mutation intellectuelle tout à fait scientifique, tout à fait extraordinaire. Et donc les scientifiques français y avaient leur part, et donc au sortir de la guerre, après le choc qu'avaient été les bombardements de Hiroshima et de Nagasaki, quasi-obsession tout de suite de Gaulle, mais des autres, la classe dirigeante, refaire un appareil nucléaire, et d'abord pour faire la bombe, pour se remettre à ce niveau-là. Et puis après, dans la bombe, je ne vais pas détailler parce que c'est très... Enfin voilà, le nucléaire c'est quand même très passionnant, moi j'aime bien, donc il y a tout l'aspect historique, donc je fais tout un petit peu en express, mais dans la foulée, pour différentes raisons, qui renvoient d'ailleurs à la question des déchets, on se lance dans le nucléaire civil, et puis, donc voilà, il y a toujours eu cette idée... Et vous vous rappelez que je préfère l'appeler oligarchie plutôt que élite, parce que pour moi, ce ne sont pas des élites au sens de la dimension morale que comporte encore le mot élite. C'est des classes dirigeantes ou l'oligarchie, parce que maintenant, ils font quand même trop d'erreurs, quoi. On va appeler ça des erreurs. Et donc, toujours, puisque le nucléaire en France et tout le domaine de l'énergie, y compris le pétrole, est fait par les gens de Polytechnique et du corps des mines, voilà, c'est un esprit de corps qui maintient ça, et qui a une telle puissance, aussi bien dans l'appareil d'État que dans l'appareil industriel, que en partie dans la possibilité d'influencer l'opinion publique, que ça pèse beaucoup. La culture enquistée d'une certaine manière dans
une classe dirigeante, et donc quand même dans le pays, pèse énormément. Et l'homme que vous ne voulez pas, dont vous ne voulez pas citer le nom, on va le dire, Jean-Marc Jancovici, est par exemple un polytechnicien. Et d'ailleurs, c'est un polytechnicien qui n'a pas réussi à aller dans les mines, et donc il a une sorte de complexe. Enfin bon, ça c'est un autre aspect. Mais voilà, on est toujours dans cet univers où il y a ceux qui savent. Après, il y a aussi ceux qui savent, et voilà. Après, il y a une autre chose qui joue. Par rapport à tout de suite, vous avez élargi, pas non seulement au nucléaire, mais ils font plein de. Ils ont une vision néolibérale du monde. C'est-à-dire qu'on va le résumer, mais moi je ne peux pas séparer un problème technique d'un problème de la vision politique. C'est un choix délibéré depuis une quinzaine d'années qui s'est accentué avec Sarkozy. Ça avait amorcé avec Chirac, ça s'est continué, approfondi avec Sarkozy. Hollande n'a pas mis le frein, bien au contraire, et maintenant ça explose encore plus avec M. Macron, de la poursuite d'un projet néolibéral, qui est d'ailleurs fondamentalement irrationnel aussi. Mais ça serait un autre débat, donc on ne va pas repartir, ou alors on refait une soirée dans quelques jours. Mais, donc il y a aussi cette irrationalité du néolibéralisme, qui est en fait un projet idéologique. Et donc de continuer là-dessus. Mais pourquoi ? Vous me direz, mais dans ce cas-là, pourquoi ils ne font pas comme dans les autres pays qui, eux, ne se posent pas de problème par rapport au renouvelable, parce que le renouvelable est aussi porté par le nouveau capitalisme, très largement, qui, dans les autres pays, ne s'intéresse pas beaucoup au nucléaire, contrairement à ce qu'on pense. On revient dans l'idée, le nucléaire était un atout de la France, qui était vrai, et donc c'est refaire une histoire passée. Mais j'ai en fait du mal à... Je crois que le poids de la culture de la classe dirigeante française est ce qui pèse le plus. Et l'incapacité dans laquelle elle est à discuter, à entendre, et les responsables politiques généralement sont incompétents là-dessus. Enfin, par exemple, ce que pouvait raconter le Front National et Madame Le Pen sur le nucléaire, mais c'était hallucinant de bêtises, d'incompétences, quoi. Et la majorité d'entre eux ne comprennent rien, ne savent pas ce dont ils parlent, et donc simplement on leur donne le kit du nucléaire et ils vont dedans. Il y a vraiment au bout d'un moment ça, et dans une classe dirigeante qui en plus ne veut pas changer. Alors je vais quand même reboucler politiquement, qui ne veut pas changer. Non, on va élargir à la façon par rapport à la question écologique. En ce moment, maintenant, on est rentré dans un moment où la question écologique, au sens, et d'abord par le climat, est devenue dans la conscience commune. Et c'est une très bonne chose. C'est le travail d'écologistes d'Europe Écologie Les Verts, de journalistes comme un reporter et ailleurs, de plein de militants dans tous les coins, de scientifiques qui depuis des années disaient c'est important, c'est important, c'est important, maintenant ça y est. Alors on s'en est rendu compte aussi parce que l'évolution écologique est tellement catastrophique que maintenant, la canicule de l'été dernier en a été un coup de semonce extrêmement fort, et tout le monde comprend maintenant que c'est là. Et donc maintenant on est rentré où on n'est plus dans un moment où il faut alerter sur l'écologie, mais où la question écologique étant dans le débat public, eh bien elle rentre dans les jeux de pouvoir du débat public. Et quel va être le grand avantage avant de revenir au nucléaire, et donc quel est maintenant le conflit sur l'écologie, qui devient la question politique, une des questions politiques centrales. C'est soit on réfléchit comme on a été le faire, par exemple, par rapport aux véhicules thermiques, par rapport aux fossiles, par rapport aux économies d'énergie, et on se dit il faut changer la société pour consommer moins, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour changer l'urbanisme, mais pour le faire, il va falloir aussi le faire dans la justice sociale. C'est-à-dire en répartissant les richesses et en n'acceptant pas qu'il y ait de tels écarts de richesse comme ça se produit à l'heure actuelle. Donc, le projet écologique de la sobriété est un projet qui remet en question l'ordre social. Cet ordre social qui est fondé précisément sur 40 ans de libéralisme, de néolibéralisme, et qui a conduit, comme vous le savez sans doute, à des situations d'inégalité absolument ahurissantes. Et qu'est-ce que font ces gens de la classe dirigeante française? Ils défendent ce modèle. Parce que très souvent, ils sont passés par les phénomènes de porte tournante. Enfin, vous voyez, M. Macron est passé par l'ENA et ensuite a été chez Rothschild. M. Pouyanné, le président de Total, est un polytechnicien. Enfin, vous voyez, il y a un va-et-vient qui fait qu'ils défendent aussi cette vision du monde où on ne change pas l'ordre social. Et
donc on va reproduire le monde tel qu'il est. Et pour reproduire le monde tel qu'il est, par exemple pour continuer à avoir beaucoup d'électricité, etc., il va y avoir, par rapport à la question écologique qui se pose, le technosolutionnisme. C'est-à-dire, on va faire du nucléaire, ou éventuellement d'ailleurs de l'éolien marin à fond la caisse. On va faire des OGM, on va faire l'agriculture high-tech, on va faire, etc., etc. On va faire du numérique partout, comme si ça allait résoudre la situation. Donc on va faire croire à l'opinion publique que pour répondre à la question écologique, à laquelle elle est maintenant largement sensible, et donc parce qu'elle voit les effets de ce que racontent les écologistes et les scientifiques depuis, non pas Mathusalem, mais plus de 30 ou 40 ans, donner l'impression qu'on répond à ça. Donc derrière ce choix gouvernemental, il y a, si je résume la façon dont moi je vois les choses, ça ne veut pas dire que c'est vrai, ou que ça recouvre totalement la réalité, mais cette dimension de la culture dirigeante que j'ai exposée au début, très propre à la France, et puis l'enjeu de maintenir un système social injuste, et qui donc doit refuser l'enjeu des économies d'énergie pour aller vers la voie qu'on maîtrise, et la voie qu'on maîtrise en France, parce qu'il y a eu tellement de retard dans la compréhension de ce qu'étaient les énergies renouvelables, que maintenant, industriellement, on est vraiment à la remorque, quoi. On ne sait pas faire d'éolien, on ne sait pas faire de solaire, on s'est fait griller par les Espagnols, par les Chinois, par les Allemands, par les Danois. Voilà. Bon, je ne sais pas si ma réponse mais c'est en tout cas vraiment un sujet intéressant, mais voilà les deux réponses que je donnerais. Classe dirigeante, une culture particulière, et ne pas remettre l'ordre social et aller vers le technosolutionnisme plutôt qu'un vrai changement écologique de la société. Alors vendre à l'étranger, faut pas rêver, ils sont incapables. La France ne peut pas vendre à l'étranger. D'ailleurs, l'ASN, je crois, a rappelé très récemment, ou je ne sais quelle instance, à EDF, attendez, arrêtez de prospecter à l'étranger, vous ne savez même pas faire des EPR chez vous. Et de toute façon, vu la situation économique d'EDF, c'est pas vous. C'est un jeu, en fait. Qui est là, ce coup-ci, c'est pas moi. Donc vendre à l'étranger, c'est une plaisanterie, ils n'en vendront pas. Ils ne savent même pas en fabriquer eux-mêmes. Et vous avez le modèle, en fait, il y a le modèle... Je suis désolé, je suis un peu long, mais il y a toujours beaucoup de choses à dire. Qui vend encore des réacteurs nucléaires dans le monde? Rosatom. Rosatom, c'est les Russes. Les Chinois, je vais vous expliquer pourquoi ils n'en vendent pas à l'étranger. Ils en font chez eux, ils maîtrisent la technique, mais pour l'instant, ils n'en vendent quasiment pas. Donc ceux qui vendent, c'est Rosatom. Pourquoi est-ce que les Russes y vendent? Parce qu'ils arrivent avec la solution de financement. Je vous ai dit tout à l'heure. Donc ils disent, en gros, on va se payer pour la bête, on vous fabrique ça. Ils maîtrisent la technique, ils ne sont pas mauvais non plus, quoi. On vous fabrique une centrale, vous payez 4 milliards d'euros, de roubles, de ce que vous voulez, et puis c'est nous qui vendrons le courant pendant des années. Et on reprend les déchets. On les emmène à Tomsk, en Sibérie. Donc vous n'allez pas vous ennuyer avec les déchets. Donc, mais comme le nucléaire c'est toujours très politique, alors maintenant ils ont un petit peu de mal à en vendre. Les Chinois ne sont pas tout à fait faits. Ils ont un réacteur qui est prêt, qui est le Huafeng, je crois. Alors eux, ils ont testé toutes les techniques. Au passage, ils ont aussi un peu piqué la technique de l'EPR. Ils le font mieux que les Français, peut-être avec des normes de sécurité un peu plus faibles. Mais ils ont développé un autre réacteur PWR. Ils essayent de le vendre, mais ça accroche pas trop. Et en fait, ce qui est en capacité éventuellement de vendre, c'est Westinghouse, qui est un modèle PWR à 1000 MW, qui vont vendre à la Pologne, si la Pologne fait vraiment les 2 réacteurs qu'elle a prévus. Mais Westinghouse n'a pas fabriqué de réacteur depuis 20 ans. Donc, est-ce qu'ils savent aussi le faire? Enfin, vous voyez, il faut qu'ils réapprennent tout ça. Donc, la vente à l'extérieur, c'est vraiment pas une raison, même si M. Macron, qui est quand même à peu près sans culture scientifique et technique aucune, sauf la pandémie, hein, il était devenu en 3 semaines un expert d'épidémiologie. Mais bon, vente à l'extérieur, non. Protéger le nucléaire militaire, oui, sans doute. Oui, j'ai oublié de le mentionner, je crois que c'est vous qui avez posé la question. C'est effectivement mais je l'ai un peu évoqué tout à l'heure avec l'histoire de la bombe, etc. C'est un enjeu fondamental pour eux. Et d'ailleurs, Macron avait lâché l'affaire je crois dans le discours de Belfort de février 2022,
ou peut-être un autre en octobre avant, où il avait dit le nucléaire civil est totalement complémentaire du nucléaire militaire. Donc les expertises sont liées. Effectivement, vous avez raison, le sous-jacent de votre question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire? La réponse est oui, totalement, historiquement, etc. Et donc il y a aussi l'enjeu de maintenir cette compétence, parce que beaucoup de physique, beaucoup de techniques sont relativement communes, et donc faire du nucléaire militaire sans avoir l'assise de nucléaire civil, vu l'argent que ça coûte, ça serait compliqué. Donc c'est aussi un aspect de la réponse. Alors vous voyez que j'ai été long, mais là, ce genre de questions, on est obligé d'être long. Alors Saint-Laurent-des-Eaux, vous avez compris que sur l'eau et le réchauffement climatique, je ne vais pas revenir, donc je vous fais confiance, mais moi je ne suis pas encore au point. L'assurance nucléaire, vous avez absolument raison. Je ne peux pas tout dire dans l'exposé, mais effectivement, en cas d'accident nucléaire, il y a une convention de Paris de 1960 qui a été renouvelée après dans une convention, je ne sais pas quoi, qui dit explicitement que si un accident nucléaire, l'exploitant paiera extrêmement peu. Et après, en gros, c'est l'État qui paierait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fukushima. Il y a des estimations qui varient entre 4 et 10% du PIB. C'est pas TEPCO qui va payer, c'est l'État japonais qui a pris ça. Donc, effectivement, le nucléaire, une fois de plus, ne couvre pas ses coûts. Donc, du point de vue de la rationalité économique, normalement, toute boîte qui fait quelque chose doit s'assurer. Je pense que pour AZF, c'est une filiale de Total, ils ont payé les lourds, enfin il me semble. Sur le nucléaire, non. Et puis l'avion sur... oui, vous avez tout à fait raison, là aussi je ne pouvais pas tout dire pour aller vite tout à l'heure. Bref, on s'en est rendu compte notamment en 2001. Au moment des attentats du 11 septembre, si vous vous rappelez, qui étaient des avions. Donc après, oulala, mais s'il y avait des avions sur les centrales nucléaires. Et en fait, il semble, on y a pensé d'autant plus, qu'il y avait un 4e avion, vous savez, celui qui s'est écrasé parce qu'il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire des assauts contre le Pentagone et tout ça, il y avait un 4e avion qui s'est écrasé parce qu'il y avait à l'intérieur des gens qui ont empêché les terroristes de prendre les commandes de l'avion, pour ce que l'on en sait. Et selon la trajectoire qu'il avait, un certain nombre de gens pensent qu'il se dirigeait vers une centrale nucléaire en Pennsylvanie, sur la route de New York. Bon. C'est une hypothèse, mais toujours est-il qu'après, il y a eu une grande inquiétude, au point qu'on a, pendant plusieurs semestres, déployé des batteries anti-aériennes de Crotale à côté de La Hague, parce que c'est un vrai souci. Alors, le vrai souci, c'est pas tellement sur le réacteur lui-même, me semble-t-il. S'il y a des ingénieurs nucléaires dans la salle qui sont plus forts que moi là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas tellement l'enceinte en béton qui serait problématique. Quoique sur un avion de ligne, ça se discute, etc. Et par exemple, l'EPR a été conçu pour résister à un avion de ligne. Mais c'est surtout les installations annexes. Notamment, par exemple, les dépôts de déchets. Pourquoi ils ont mis des batteries anti-aériennes à côté de La Hague? Parce qu'à La Hague, il y a une telle concentration des déchets, mais si ça explose, vous avez du plutonium, des actines, bref, une quantité de radioactivité qui vraisemblablement empoisonnera tout. Donc c'est absolument insupportable. Et c'est le problème en fait pour énormément de réacteurs nucléaires, parce que pour l'instant, quand le combustible irradié a fini son fonctionnement dans la cuve, on le met de côté, on le met à refroidir, on le met dans des piscines qui, dans la majorité des cas, ne sont pas bien protégées, n'ont pas un toit en béton qui leur permet de résister à un avion. Donc si par malheur quelqu'un se mettait dans l'idée de faire une guerre à la France, il viserait les combustibles, les piscines radioactives. Alors, des gens, on va dire pro-nucléaires, face à cette question, disent oui, mais si, il pourrait aussi viser une industrie chimique. Je crois que c'est vrai. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y a une sensibilité, une vulnérabilité particulière au nucléaire. Et la question, une fois de plus, de la radioactivité est tellement importante parce que c'est un empoisonnement très durable des choses que je pense que les conséquences, même sur les populations, en seraient encore plus fortes que l'explosion d'une usine chimique dont les effets seraient beaucoup moins durables. Donc oui, il y a absolument un enjeu qui reste ce risque infime, mais en cas de conflit ou d'accident ou de terrorisme ou de je sais pas quoi, d'un avion sur notamment des piscines de combustible usé. Alors à nouveau climat et l'eau, et puis vous avez dit... j'arrive pas à lire. Ah oui, écoutez, la pollution dans la Loire, vous connaissez mieux que moi, donc je ne vais pas
voilà, moi je suis pas parti là-dessus, mais je ne le conteste absolument pas. Hélas, à La Hague aussi, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont relevés. Aussi, on a décelé à Reporter, ils ont une autorisation d'émettre, ils ont demandé l'autorisation de pouvoir utiliser un gaz extrêmement à très fort coefficient d'effet de serre, un HFC, alors que ça fait 20 ans ou 15 ans en tout cas que ce gaz est interdit, ils le savent, et on leur demande une substitution, de trouver une solution de substitution. Ils ne l'ont pas trouvé, donc bon, c'est extrêmement polluant. Toutes ces installations sont très polluantes. Et sur les déchets, en revanche, je suis un petit peu mieux connaisseur, et vous avez tout à fait raison. Alors, le canard de la piscine olympique, alors ça remonte à très longtemps. Alors Monsieur Jancovici la renouvelle, en fait avant Madame Lauvergeon, qui a fait tellement de bien à la France, l'avait aussi utilisé il y a 10 ans, et en fait j'ai retrouvé un peu par hasard, ces Framatome l'utilisaient déjà il y a 20 ans ou il y a 25 ans. J'ai retrouvé par hasard dans un bouquin, et c'est évidemment faux. Alors je vous passe le détail, je crois que là-dedans, dans le petit livre, je reviens là-dessus parce que c'est quand même grossier. Donc ceux que ça intéresse, je vous fais les règles de 3, etc. Et c'est quand même beaucoup plus important. Et surtout, la caractéristique de la France, mais de la filière nucléaire, mais de la française est encore plus compliquée, c'est que dans les autres pays, par exemple, on va prendre les États-Unis qui ont encore un gros parc nucléaire, ou les Suédois, ou les Finlandais, ils ont le combustible, il est irradié, donc il ne peut plus servir, c'est un déchet, ils le mettent de côté, puis ils doivent trouver une solution. Nous, comme on est plus intelligents et qu'on voulait la bombe, au début, on a séparé le plutonium parce qu'on voulait pouvoir faire la bombe, et puis on a voulu que la filière militaire soit mixée avec la filière civile. Donc je vous passe les détails, mais on se retrouve à une situation où on a du plutonium, des actinides mineurs, des produits de fission, du MOX, qui est un mélange d'uranium et de plutonium. Et comme on ne peut pas le traiter, c'est un déchet en soi, et en plus c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus radioactif, donc c'est un vrai problème. On a aussi des déchets de graphite gaz, enfin je vous passe, alors que les autres ont déjà, ces combustibles usés en déchets à gérer. Nous, on a inventé 5 catégories de déchets, sachant qu'il y a en plus l'uranium de retraitement qui est faiblement radioactif, mais qui est quand même radioactif, donc c'est considéré comme un déchet, et que quand vous faites de l'uranium, vous enrichissez l'uranium, vous avez une autre quantité d'uranium appauvri qui est légèrement radioactif, mais qui ne peut pas être diffusé dans la nature, comme on dit, mais c'est pas la nature, c'est dans l'environnement ambiant. Donc au total, on a de l'ordre de 1,5 million de mètres cubes de déchets en France, dont effectivement une petite partie peut-être concentrée, mais beaucoup plus qu'une piscine olympique, mais en fait c'est un problème partout, et on est en train de se rendre compte le retour du problème des mines d'uranium, parce qu'il y avait beaucoup de mines d'uranium en France, il y en a d'ailleurs une dans l'Allier, enfin bon, et on se rend compte qu'il y a toujours, c'est des zones interdites. Donc voilà, quand il y a des gens qui font le coup de la piscine olympique... Est-ce que nous pouvons nous passer de l'énergie nucléaire? Vu ce qui s'est passé en Allemagne, ça nous pose donc ce problème. L'Allemagne a arrêté toutes ses centrales nucléaires, elle les a remplacées par des centrales à gaz. Maintenant qu'elle a des problèmes d'approvisionnement de gaz, elle a réouvert une énorme mine à ciel ouvert de lignite. D'ailleurs, les Allemands sont en train de manifester contre l'ouverture et l'exploitation de cette mine. On sait bien que la lignite est encore plus polluante que tous les autres produits. Donc voilà, première question, est-ce que nous, en France, on pourrait se passer de l'énergie nucléaire comme l'ont fait les Allemands? Et puis ma deuxième question, ce serait, est-ce que vous pouvez nous parler du projet Astrid? Oui, on va vous rassurer. Chez nous, on va mettre les déchets nucléaires à Bure, ils sont très contents là-bas. Et les ingénieurs nous assurent qu'il y en a pour 100 000 ans, et que c'est sans crainte. Nous sommes tout près de l'Auvergne, les volcans d'Auvergne se sont endormis il n'y a même pas 10 000 ans, et endormis. Donc ça veut dire que pendant 100 000 ans, ça ne va pas bouger là-bas. Et puis, Michel Brunet, qui a découvert l'homme de Douma, il disait « Tout est prévisible, sauf l'imprévisible. » Le risque d'accident. Voilà. Eh bien, donc je vais répondre à madame, surtout, et sans commenter ce que vous avez dit, qui,
je crois, est suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas besoin de rajouter des mots. Alors, à la question, peut-on se passer du nucléaire en France? La réponse est oui. Mais bon, je m'arrête là pour faire un petit effet de scène. Non, mais je vais répondre sérieusement à votre question. C'est ce que j'essaie de dire tout au long. Et est-ce que peut-on se passer du nucléaire en Allemagne? La réponse aussi est oui. Alors, il y a beaucoup de choses qui se racontent sur l'Allemagne. En 2 mots. Ils ont engagé un processus de sortie du nucléaire, de l'énergie nucléaire pour produire l'électricité depuis longtemps. Et de manière assez cohérente, même si, comme on le raconte dans une enquête sur Reporter, si vous voulez aller plus loin, le fait que la politique de Madame Merkel a redonné quand même beaucoup de poids aux grands électriciens, comme on dit, RWE, etc., qui, eux, ne voulaient pas ni qu'on sorte du nucléaire, ni qu'on sorte du charbon. Donc, en fait, la politique qui avait été engagée n'a pas été suivie de manière absolument cohérente. Il y a eu beaucoup de débats. Donc, l'Allemagne, en fait, va plus lentement qu'elle n'imaginait le faire. Cependant, l'accord qui s'est passé avec la SPD, c'est-à-dire en gros les socialistes, les libéraux et les Verts. Alors c'est un attelage un petit peu, mais Madame la maire adjointe, et ça vous l'interrogerez à la sortie ce qu'elle en pense, mais c'est un peu le cheval et la loi. Non, elle y est pour rien, mais bon, ça renvoie, c'est compliqué. Les Verts qui s'allient à des libéraux avec des socialistes, mais ça c'est aussi le consensus allemand et la façon de faire la politique chez eux qui est très différente. Toujours est-il qu'ils ont quand même, dans l'accord de gouvernement, dit nous maintenons la sortie du nucléaire et nous faisons l'objectif de sortie du charbon en 2030. Donc c'est quand même important. Alors là, il se trouve que je suis retombé sur des chiffres de l'Allemagne aujourd'hui. Donc c'est qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne entre 2010 et 2021? Donc un peu avant Fukushima et la situation après le Covid. Ils ont réduit, alors bon, je vais vous asséner des chiffres, donc c'est pas très intéressant, mais pour le faire en résumé, ils ont vraiment réduit très fortement les combustibles fossiles. C'est-à-dire qu'ils comptent, oui, de moins 100 TWh. Si vous voulez, je vous montrerai après, on discutera, mais de 100, c'est quoi l'unité 100 TWh. Voilà, c'est ça. Ils ont aussi, ce qui est très intéressant, diminué la consommation électrique. Il n'y a pas eu un effet suffisamment de consommation électrique, pour ce que j'en sais, et à mon avis, mais ils ont quand même diminué de 47, c'est-à-dire la moitié. Ils ont augmenté les renouvelables de 128, et la réduction du nucléaire a compté pour 71. Donc les effets, vous ne pouvez rien voir, je suis désolé, mais très forte baisse du charbon, ils en utilisent encore. Mais de moins en moins. Là, il y a eu effectivement l'effet d'Ukraine. Est-ce que j'étais clair? Parce que du coup, je rebondis sur ce qui s'est passé avec l'Ukraine, et qui, lui, est très problématique. Donc, quand même, fort développement du renouvelable. Et ça, ils vont le faire, ils vont continuer. Est-ce qu'ils vont continuer les économies d'énergie? Il faut le souhaiter. Est-ce qu'ils vont sortir du fossile? Oui, ils le feront. Ça va mettre du temps, mais en 2030, ils seront sortis. Qu'est-ce qu'ils ont fait à court terme? Pourquoi il y a eu la poursuite de l'exploitation dans la mine de Lunzerat, qui s'est passé il y a une semaine, dont on a parlé en long et en large en reporter, comme on avait parlé d'une autre mine juste à côté qui était en barre il y a quelques années. L'accord de gouvernement avec les grandes compagnies a dit « Ok, vous poursuivez cette mine, mais on sortira du charbon en 2030 ». Les écolos disent, un certain nombre d'écolos disent non, même ça on ne peut pas l'accepter, il faut arrêter le charbon maintenant. Donc c'est ça qui est en train de se passer, la question du délai. Mais la sortie du charbon, politiquement, n'est pas remise en cause. Et par ailleurs, ils ont dit pour le nucléaire, ils ne sont pas totalement sortis du nucléaire, ils ont encore, je crois, 3 réacteurs. Il y a encore 3-4 réacteurs qui tournent, mais seulement ils vont les fermer en 2023. Donc ils les ont prolongés pour un semestre, mais ça n'est pas arrêté. En revanche, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Ukraine et quelle a été la politique allemande? La politique allemande a été de substitution du charbon par, on l'a vu, les renouvelables, en partie par les économies d'énergie et, comme vous le dites, le gaz. C'est-à-dire qu'ils avaient développé des accords avec la Russie et en fait, ils avaient, pour 1000 raisons qui sont d'ailleurs compréhensibles et acceptables, même si on peut les critiquer maintenant, mais dit ça sera une façon de faire rentrer la Russie, de l'accrocher en quelque sorte à l'Europe
Et au passage, ça nous arrange, nous, notre situation, puisque le gaz est quand même beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre que le charbon, quand on produit l'électricité. Et donc là, ils ont arrêté comme nous très rapidement, mais eux, c'était la proportion du gaz dans la production d'électricité devait être de, j'ai peur d'avancer des chiffres, mais mettons 30%, alors qu'en France, c'était 10%, on en est sorti plus rapidement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils le font en important de gaz de schiste des États-Unis, et qui lui est très polluant. Non seulement il est polluant parce que le gaz c'est un émetteur de gaz à effet de serre, mais parce que le gaz de schiste est en soi extrêmement polluant, extrêmement négatif pour l'environnement, et donc voilà. Donc en gros, quelle est la situation? Alors pour être tout à fait, moi je ne dis pas que l'Allemagne c'est un modèle, mais ce que je dis, et le vrai test ça va être là, et moi c'est la question que je me pose avec l'Allemagne, c'est qu'ils ont une industrie très puissante, ils ont un modèle, alors c'est un peu moins inégalitaire qu'en France, mais malgré tout c'est de même nature, ils sortent quand même avec Madame Merkel de 15 ans de néolibéralisme, un peu moins brutal qu'en France et plus intelligent, mais voilà, c'est pas non plus des écolos, socialos, je sais pas quoi, hein, on est d'accord là-dessus, et comment ce modèle qui est très prospère, avec un très haut niveau de vie, avec une industrie qui est fondée sur des grosses voitures, etc., comment ils vont pouvoir aller vers la société sobre que j'évoquais tout à l'heure. Et là, je pense que ça va être difficile pour eux comme pour nous. Mais leur politique est assez cohérente et beaucoup moins caricaturale que certains veulent le dire, comme par exemple quelqu'un dont le nom commence par J, mais là, tous les trolls nucléaristes, ils répètent l'Allemagne, comme sans aller voir les chiffres sérieusement, quoi. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre... Ah oui, Astrid. Alors Astrid, là aussi, on peut partir pour 1 heure, donc, parce que... Mais le nucléaire, c'est un peu addictif, vous l'avez compris. Et une fois de plus, moi, j'aimerais bien qu'on passe autant de temps à parler d'économie d'énergie. Mais bon, on va y retravailler un reporter, on va faire un dossier, on va vraiment essayer de remettre le truc sur la table, parce que c'est ça, en fait, qui est vraiment important. Mais sur Astrid, en gros, c'était un surgénérateur. Alors, l'histoire des surgénérateurs en France, ou l'histoire des surgénérateurs dans le monde. Qu'est-ce qui se passe au sortir des années 40, 45 tout le monde est sur la bombe, et puis au début des années 50, on commence quand même à avoir des applications civiles, et puis il y a une efflorescence de solutions techniques pour faire de l'électricité avec l'uranium, la fission nucléaire. Et parmi ces voies techniques, celle des surgénérateurs qui fait rêver parce que vous produisez plus de combustible que vous n'en consommez. Donc, c'est totalement magique. Donc, il y a dans pas mal de pays, États-Unis, France, Russie, on se lance dans les surgénérateurs. Et en fait, après l'enthousiasme technique initial, partout, ça finit par clapoter parce que c'est très compliqué, que ça coûte cher, que voilà. Et en fait, c'est beaucoup moins pratique que la voie des PWR, c'est-à-dire les réacteurs à eau sous pression, qui sont en gros la base technique à l'heure actuelle. La France poursuit quand même dans cette voie, parce qu'il y a toujours il y en a encore un qui marche en Russie, il y en a un qui marche en Inde. Je crois que les États-Unis ont à peu près arrêté, mais la France avait continué. Donc on fait un qui s'appelait Phoenix, qui était dans le sud de la France, par le commissariat à l'énergie atomique, qui faisait 300 MW. Donc c'est déjà une belle... je vous rappelle, un réacteur standard, c'est 900 MW, et les gros, l'EPR par exemple, qui est un monstre, bref, 1650 MW, je ne sais pas comment ils vont faire, mais 300 MW. Et puis, ça marchait bien, ils tournaient, et les Français se sont dit, mais ça coûtait cher, on va essayer de passer à un stade beaucoup plus élevé, une puissance beaucoup plus élevée, pour le rendre rentable. Et donc, on est passé, au lieu de faire par exemple un 600 MW et puis après un 900, ils sont passés à faire Super Phoenix 1400 MW. Et en gros, je vous le fais en résumé, malgré ce que disent les nucléaristes, Super Phoenix a été une suite de trucs qui ne marchaient pas. Voilà, ça ne marchait pas. Et au bout d'un moment, effectivement, il y a eu un accord politique entre les Verts et l'EPS à l'époque, sous Jospin, qui a dit on le ferme. Mais on a fermé quelque chose qui ne marchait pas. Et par exemple, le cas le plus absurde, c'était ils n'avaient pas calculé. Un jour, en hiver, il y a eu trop de neige et là, il y a eu un toit qui s'est effondré sur la salle des machines. Donc voilà. Alors après, il y a quand même des ingénieurs du CEA qui ont dit mais malgré tout, c'est une voie technique intéressante. Bon, c'est ce qu'ils pensent. Ils s'obstinent et ils ont refait un petit réacteur de recherche qui s'appelait Astrid, qui je crois était beaucoup moins puissant, mais là je me rappelle plus, ça peut-être 50 MW, mais je ne suis pas absolument sûr. Et voilà, c'était une sorte de réacteur de recherche qui menait sa vie, et puis le gouvernement
a décidé de le fermer. Est-ce que c'est bien ou mal? En fait, ça ne changerait pas la donne. Voilà. Mais voilà ce qu'on peut dire sur Astrid. Alors, le problème du nucléaire, je vais essayer de conclure là-dessus parce que je suis long, mais il y a un côté magique du nucléaire, et parce que c'est magique, c'est effectivement extraordinaire. Rappelez-vous, la révolution intellectuelle et scientifique que ça a été au début du XXIe siècle, du XXe, c'est vrai, c'est passionnant en termes d'histoire scientifique. Quand est arrivé Hiroshima et Nagasaki, ça a été quand même la démonstration que ce que les physiciens avaient compris sur le papier, une puissance absolument colossale. Et après, il y a eu le rêve magique. Enfin, je vais vous dire pourquoi il s'est révélé magique, mais ils avaient trouvé l'énergie gratuite. C'est-à-dire, s'ils arrivaient à domestiquer cette puissance énorme développée dans la bombe en faisant un courant électrique plus calme, voilà. Et au début, ils pensaient que ça serait peu cher. Et puis, au fur et à mesure que les décennies ont passé, il s'est révélé que c'était très compliqué, que c'était dangereux, que ça coûtait beaucoup plus cher qu'on l'imaginait. Et voilà, alors, ils nous ressortent les surgénérateurs. Mais vraiment, je conclurai là-dessus, mais pourquoi ne pas s'intéresser ce qui se passe dans l'éolien et le photovoltaïque? Moi, j'aime la technique, vous l'avez quand même compris, je suis journaliste scientifique, ça m'intéresse, et voilà, c'est un discours, je ne suis pas scientifique, mais tout ça est intéressant, mais pourquoi pas s'intéresser aux éoliens marins? Ce qui se passe dans ces techniques est très intéressant, et pourquoi pas s'intéresser aussi à la low-tech, à la technologie sobre, qui est aussi, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, de s'intéresser à des techniques qui vont consommer peu d'énergie, peu de matière, qui vont être sobres, mais qui vont remplir un truc, et il y a autant d'intelligence pour des jeunes ingénieurs que de passer son temps à essayer de faire revivre des vieux surgénérateurs, qui est un concept d'il y a maintenant 70 ans. Donc voilà, c'était un vieux slogan des écolos, je crois. Je crois que dans le temps, ils disaient l'imagination au pouvoir. Là, on a vraiment envie de leur dire, mais ayez de l'imagination, mais arrêtez de ressasser vos vieux trucs. En fait, les nucléaristes, ils ressassent leurs vieux trucs. Et c'est là-dessus que je conclurai. Et merci beaucoup de votre attention.